Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture et comme vous pouvez le voir aujourd'hui pour moi c'est Pajama Day. Je porte un t-shirt Battle of Hogwarts parce que je suis cool comme ça moi, et oui c'est ça, ou pas. Mais voilà, j'avais pas envie de me préparer, c'est samedi donc on va faire ça coolos. Ça c'était carrément pas cool de dire coolos mais c'est pas grave. Et je vais donc commencer avec Je m'appelle Budo de Matthew Dix. Je vais pas revenir sur son nom de famille, c'est pas de sa faute. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un livre jeunesse que je ne saurais assez recommander. J'ai déjà écrit la chronique sur le blog, si vous voulez aller voir, je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a eu quelques longueurs pendant ce livre, je vais pas vous mentir, il y a eu des répétitions. Mais les répétitions étaient un effet de style recherché, je pense, par l'auteur, étant donné que le narrateur est un ami imaginaire d'un enfant de... Oula, j'ai oublié quel âge il avait, 7 ans je crois, 8, quelque chose comme ça. Donc il ressasse certaines pensées et c'est vrai que bah c'est pas de sa faute, c'est juste qu'il est comme ça. À mon avis tous les enfants sont comme ça et c'est vrai que donc c'était quelque chose que l'auteur avait pensé. Mais c'est vrai que moi tout ce qui est répétition, redondance, moi ça m'énerve, mais c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment quelque chose de personnel et de subjectif. Et c'est vraiment juste parce qu'on m'a appris que les répétitions c'était vraiment pas quelque chose d'agréable esthétiquement, parce que sinon j'aurais peut-être totalement adhéré. Maintenant au niveau de l'histoire c'est vraiment très très beau. Donc c'est le narrateur, un ami imaginaire qui suit un petit peu les problèmes que rencontre l'enfant qu'il a imaginé. Cet enfant qui est un petit peu différent des autres, c'est-à-dire que il a pas beaucoup d'amis, il a, comment dire, des sauts d'humeur si on veut, il me semble. Bonne question, je crois pas qu'il a vraiment des sauts d'humeur, mais peut-être que si en fait. Bon bref, je sais plus exactement, mais c'est vraiment un livre très très beau dans ce sens-là. Et en fait, pour ceux qui connaissent le film Aussi profond que l'océan, avec Michelle Pfeiffer, vous allez totalement savoir de quoi parle ce livre. Il me semble qu'on le dit pas dans le comment ça s'appelle ça déjà là, la quatrième de couverture là, le synopsis, mais on le sait plus ou moins assez rapidement parce que le personnage qui est mis en question, qui est un petit peu bizarre et qui va faire des choses très étranges et un petit peu malsaines, est présenté dès le début. Donc voilà, c'est un livre très 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 bien. Certaines longueurs qui pourraient vous faire passer des moments un petit peu ennuyeux, mais sinon c'est une très très bonne lecture et les dernières 100 pages sont palpitantes de chez palpitantes, enfin pour moi en tout cas. Je me suis même dit que j'allais envoyer les frais de mon cardiologue à l'auteur parce que franchement c'est pas humain de faire ça. Mais non, vraiment j'ai beaucoup aimé, les personnages sont très attachants, l'ami imaginaire est vraiment adorable et même si certaines de ses pensées étaient vraiment tout le temps répétées et un peu lourdes, voilà, on le comprend d'une certaine manière et franchement ça donne une autre image de ce qu'on peut avoir des amis imaginaires. Maintenant la morale de la fin pourrait être légèrement ambiguë et j'irai pas jusqu'à dire que c'est très bien que l'auteur ait fait cette distinction parce que on va dire qu'à la fin l'enfant écoute l'ami imaginaire d'une certaine manière et en gros ça voudrait dire que les enfants qui n'ont pas d'amis imaginaires se retrouveraient dans une situation plus délicate. Enfin bref, lisez le livre, vous comprendrez. Moi j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis je crois 4,75 sur 5 sur le blog, donc c'est vraiment une très bonne note. Et la couverture est juste superbe, je l'avais déjà repéré sur The Book Depository puisqu'il était à genre 3,75 dans le Bargain Bucket, ou 3,45 je sais plus, et c'est Memoirs of an Imaginary Friends, donc la même chose. Enfin non pas la même chose mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je le conseille à ceux qui aiment les lectures jeunesse, les contemporains et qui ont aimé Aussi profond que l'océan. Voilà. Ensuite, je passe à Night School, le tome 3, Fracture de CJ Doherty. OMG. Voilà ce que j'ai à dire. Non franchement je l'ai lu en moins d'une journée. Presque comme le premier, parce que le premier tome, j'avais commencé on va dire le samedi et j'avais pas lu énormément. Par contre le dimanche, alors qu'il y avait mon copain chez moi, je lui ai dit tu sais quoi, je peux pas être là pour toi aujourd'hui, il faut que je lise le livre. Bah là ça aurait été la même chose, bon ça va, j'ai lu ça un jeudi ou un vendredi je sais plus. Et il était pas là, j'étais toute seule et franchement c'était énorme. Ce que j'ai vraiment beaucoup plus apprécié dans ce tome là par rapport au deuxième tome, c'est que la romance et le triangle amoureux passent au deuxième plan et ça vraiment c'était un soulagement parce que franchement j'adore l'histoire mais à ce niveau là le tome 2 était vraiment, voilà, j'avais envie de taper Ali, j'avais envie de taper Carter, j'avais pas forcément envie de taper Sylvain mais bon j'avais envie de lui dire quand même oh 1. Et là non, on se concentre vraiment sur ce qui est important, Nathaniel, celui qui pourrait être
l'espion Asimeria. Voilà, c'est juste trop top. La fin elle est énormissime. Bon, je vais pas trop en parler parce que c'est un tome 3 et que tout le monde n'a pas forcément lu les tomes 1 et 2. Moi je suis fan de la série, bon même si le tome 2 encore une fois avait pas été celui que je préférais, là vraiment j'ai adoré. On va connaître la couverture du tome 4 Résistant, donc en VO cette semaine puisque je filme cette vidéo un samedi mais vous l'aurez la semaine prochaine, enfin bref, vous comprenez. Et j'ai trop hâte et je viens d'apprendre qu'en fait il sortait en juin alors que dans la dernière vidéo pour le IMM j'avais dit qu'il sortait en avril, voilà, je viens de tomber des nues quand j'ai appris ça. Je suis très triste, il va falloir encore attendre et j'aime pas attendre, je suis pas patiente. Mais voilà, j'adore, je conseille cette série à quiconque, voilà, même si je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais moi j'adore. Et voilà, très bon tome, félicitations CJ, c'était génial. Donc ensuite, on passe à Fangirl de Rainbow Rowell ou Rowell, on s'en fiche. J'avais lu Eleanor Park cet été, je n'avais pas fait de chronique. Pour la simple et unique raison que cet été j'ai été très mauvaise à tenir le blog et à faire des updates lecture. Je dois avoir au moins une trentaine de livres que je n'ai jamais chroniqués et maintenant ce serait un peu tard parce que vous savez j'ai une mémoire de poisson rouge pour certaines choses. Je pourrais encore faire Eleanor Park parce que je m'en souviens très bien, donc j'avais beaucoup aimé et j'avais vraiment envie de lire donc cet autre livre YA de cet auteur. J'ai Attachement dans ma palle, donc faudrait que je le lise aussi. Eleanor Park j'avais beaucoup aimé, c'était un contemporain assez nouveau pour moi dans le sens où ça se passait dans les années 80 mais toujours avec cet esprit du contemporain YA de nos jours et la fin m'avait un peu déplu dans le sens où j'aurais bien aimé que ça se termine de la façon que j'avais moi espéré que ça se termine, donc en gros c'est vraiment subjectif mais non, c'était vraiment une très belle histoire, j'avais vraiment adoré l'écriture de l'auteur et celui-là, Fangirl, commençait vraiment sur les chapeaux de roue et je l'ai adoré, ne me méprenez pas, je l'ai adoré. Mais alors en fait le problème c'est que il me semble qu'une des parties fondamentales du livre, qui est la dimension de fanfiction et de fangirl justement, moi m'a pas plu particulièrement. C'est-à-dire que on a des passages de fanfiction donc de la personnage principale, parce qu'elle écrit des fanfictions, elle est fan d'un gars qui s'appelle Simon Snow, qui me fait largement penser à Harry Potter d'ailleurs. Voilà. Et en fait, le moment où elle écrit ses fanfictions, où on voit des passages du livre Simon Snow et compagnie, moi ça m'a pas du tout intéressée, je trouvais que ça coupait le rythme du livre et du coup je me dis que j'ai vraiment raté un des points essentiels du livre, donc qui est ce rapport aux fanfictions, mais je me suis dit que c'était pas non plus comment dire, ce qui prenait le dessus parce que j'ai vraiment adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire qu'il y a derrière au niveau des relations entre la personnage principale et le garçon qu'elle va rencontrer, avec sa sœur jumelle, avec son père, avec sa mère, enfin bref tout ça m'a beaucoup plu, donc j'ai vraiment mis ça au second plan en me disant que c'était pas la mort, que bon même si ça m'a un peu gênée dans ma lecture dans le sens où ça coupait le rythme à mon goût et que moi ça m'intéressait pas plus que ça, et ben je me suis dit que c'était pas non plus très grave et je crois que sur Goodreads je lui ai mis 4,5 ou peut-être 4,75, je ne sais pas encore. Il me reste encore à faire la chronique sur le blog mais en tout cas je vous le conseille fortement. N'hésitez pas à le lire en anglais, sinon il sortira normalement dans la collection Milady Romance l'année prochaine, donc je le recommande vivement. Et enfin je vais terminer sur le guide du loser amoureux de Junot Díaz, dont je vous ai parlé dans mon IMM que j'avais à écrire ma chronique très rapidement puisqu'il me restait que quelques jours pour la transmettre à Babelio. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai adoré La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wilde du même auteur. Ça avait vraiment été un peu une révélation pendant mon cours d'américaine. C'était quoi déjà le titre? C'était Contemporary American Literature. Et c'était vraiment un livre qui m'avait presque transcendée dans le sens où je pensais pas du tout que j'allais aimer. On avait l'obligation de lire certains livres. Et celui-là, mais je l'ai lu en 2 jours, c'était vraiment super. C'était totalement différent de ce que je lisais habituellement et pourtant ça m'avait vraiment fait vivre des émotions intenses et exceptionnelles. Et du coup j'avais envie de lire ce nouveau titre de l'auteur qui est en anglais This is How I Lose Her ou un truc du genre. Et je suis contente pour le coup de pas l'avoir payé 20 € parce qu'il est très cher sur The Book Depository. C'est un peu la même rangée de prix qu'Une place à prendre de J.K. Rowling. Donc voilà, je suis un peu contente de pas l'avoir pris, de pas avoir craqué pour la simple et unique raison que j'étais pas un peu déçue mais ça a pas eu le même effet sur moi, ça a pas eu le même impact. Donc là on est dans un recueil de nouvelles, je pense déjà que ça joue beaucoup parce que je dois pas être fan de recueil de nouvelles pour tout vous dire, je pense que c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus en tant que lectrice.
Mais encore, c'est pas forcément très grave, on a quand même plusieurs petites histoires et c'est pas ce qui m'ennuie le plus. J'ai retrouvé l'écriture de Junot Díaz, vraiment je l'adore, je trouve qu'il a un style vraiment propre à lui, assez unique. En même temps je lis pas énormément de choses similaires, donc effectivement je peux pas forcément trop comparer. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il soit donc dominicain et qu'il imprègne ses livres de cette culture à la fois avec donc sa culture américaine. Maintenant, ce qui m'a vraiment posé problème ici, c'est le rapport à la femme. Dans Oscar Wilde, c'était pas plus nuancé, mais avec le personnage d'Oscar, c'était, on va dire... En fait, c'est parce que je peux pas vraiment vous raconter l'histoire d'Oscar Wilde, on n'est pas là pour ça, mais voilà, c'était différent, on va dire que c'était différent. Et en fait, le problème, c'est que là, l'homme macho prend vraiment toute sa splendeur. Et moi je suis désolée, mais quand on parle d'une femme comme si c'était de la viande, comme si c'était un animal, comme si c'était voilà, un objet, moi je peux pas, je suis désolée. Même si je sais que l'auteur a un regard un peu critique sur ça, même si je sais que l'auteur aimerait que ce soit une culture un peu moins portée sur ce côté machiste et l'homme supérieur et dominant, vraiment j'ai pas pu, parce que franchement des phrases comme... genre je la baise, ou alors son gros cul, ou alors ses seins, je sais plus trop quoi, enfin voilà. C'est vraiment quelque chose de personnel, c'est juste que j'ai été dérangée par ces termes là, même si je sais que l'auteur a peut-être voulu porter un regard critique, j'ai quand même eu énormément de mal. Mais au-delà de ça, j'ai apprécié ma lecture parce que j'ai retrouvé ce côté non tabou et ce côté vraiment, on va dire, provoquant de l'auteur. Et la dernière nouvelle, qui est vraiment le guide du loser amoureux, était vraiment très très belle, très très bien. J'ai beaucoup aimé. Donc je le recommande à ceux qui aiment les contemporains et qui aiment un petit peu les livres, on va dire, bah oui, provoquants si on veut, mais bon, c'est pas non plus du Bret Easton Ellis, hein, on n'est pas, on n'en est pas là, et heureusement. Mais voilà, j'ai apprécié, mais ça aura pas eu le même impact que pour La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wilde. Donc voilà, ça conclut mon update lecture pour cette fois-ci. Il y a eu 4 livres, j'essaierai d'être régulière pour que ce soit ni trop court ni trop long. Ma prochaine lecture, ce sera sûrement Entangled de Kat Clark, parce qu'il faudrait vraiment que je lise avant que le salon du livre arrive et que j'ai d'autres livres à lire également. Donc voilà, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo, j'espère que vous passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye!